L'actualité à la une. Ce soir, environ 400 000 personnes ont été enregistrées sur la liste électorale depuis le début de la révision exceptionnelle. L'information a été donnée aujourd'hui à Padane Gourma par le président de la CENI en visite dans la région. Barthélémy Kéré décline toute responsabilité sur le manque d'engouement. Vous l'entendrez dans ce journal. Être malvoyant n'est pas un handicap pour porter un projet. Foi du Comité national des jeunes aveugles. 30 de ses membres sont en formation à Ouagadougou sur l'auto-emploi avec une idée en tête, devenir des managers d'entreprise. À suivre dans cette édition. Et le vainqueur reste Alexis Kabouri. Le boxeur burkinabé conserve son titre de champion international WBC pour la 3e fois depuis 2013. Il a dominé le Béninois Fassinou hier au terme d'un combat à 12 rounds. Bonsoir à tous. Merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Malgré l'insurrection, il n'y a toujours pas d'engouement pour le vote. Ils sont exactement 438 600 à s'inscrire sur la liste électorale depuis le début de l'opération. C'est peu, mais la CENI décline toute responsabilité. C'est bien la faute des partis politiques, a dit Barthélémy Kéré, qui a constaté que l'opération se déroule bien dans la région de l'Est. Diakari Diawatara. Les opérations d'enrôlement biométrique au compte de la révision exceptionnelle du fichier électoral se déroulent bien dans la région de l'Est. C'est la confirmation faite au président de la CENI par les opérateurs de kits ce 1er mai 2015. Les difficultés que nous avons, nous arrivons à gérer pour le moment. Nous n'avons pas eu de difficultés au-delà en tout cas de nos forces. Voilà, dès que nous n'arrivons pas à dépanner, nous échangeons le matériel pour que le travail puisse avancer. Et l'affluence est bonne pour une révision exceptionnelle enrôlée en 2012, 2014 et cette année 112 en pleine ville. En 3 jours, cette opération de rattrapage a déjà permis d'enregistrer plus de 15 700 nouveaux inscrits. En ce qui concerne les 4 précédentes zones, la CENI fait un bilan à mi-parcours de près de 438 600 potentiels électeurs recensés. Et si ces chiffres traduisent à vos yeux un manque d'engouement des populations, Barthélémy Kéré décline la responsabilité de son institution. La CENI a engagé ce que nous appelons la commune institutionnelle. C'est-à-dire prendre les dispositions pour que tous les électeurs sachent à quelle date l'inscription va se faire dans leur localité. En principe, il n'appartient pas à la CENI de faire ce genre d'analyse. Moi, je crois que ce genre d'analyse appartient normalement à la classe politique. La région de l'Est constitue avec le centre-Est la zone 5 selon le déploiement de la CENI. Et les opérations d'enrôlement s'y poursuivent jusqu'au 4 mai prochain. Un acteur important de la transition au Mali de 2012 à 2013 se permet d'apprécier la transition en cours au Burkina. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avocat apprécie les réformes entreprises par les autorités burkinabées, y compris le vote du code électoral. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, le code électoral ne donne pas la possibilité à des acteurs comme ceux-là de se retrouver sur l'arène politique aujourd'hui et de repartir comme si de rien n'était. Je pense que les hommes politiques doivent être conscients que l'action politique a pour corollaire aujourd'hui la responsabilité politique et que chaque faute politique doit faire l'objet de paiement cash. C'est une option qui a été faite au Burkina Faso, elle est salutaire et nous autres d'Afrique aujourd'hui, nous sommes assez à l'écoute du Burkina Faso, assez à l'écoute justement de l'évolution de cette option politique. Et la communauté internationale ne peut que regarder aussi. Bien évidemment, les questions de droit peuvent être discutées par-ci, par-là. Ce qui est le plus important aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même fondamentalement la souveraineté du peuple qui s'exprime par le biais d'options politiques. Et cela, nul ne peut le nier. Nul ne peut faire comme si cette révolution n'a pas été, comme si ce phénomène insurrectionnel aujourd'hui n'a pas fixé le cadre. Et le cadre, il est celui-ci. Il y a aussi que le Burkina Faso et les acteurs politiques burkinabés ont fait cette option fondamentale de révisiter de fond en comble le système politico-institutionnel et de corriger ce qui a lieu de corriger. De ce point de vue-là, je pense que le Burkina Faso est un exemple assez rare, un exemple aujourd'hui qui a tendance à aller jusqu'au bout. Ailleurs, nous avons vu des systèmes en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. On n'a pas eu
tout à fait la latitude de pousser jusqu'au bout. La réforme du code électoral est une première étape. Je pense que demain, les commissions qui sont mises en place aujourd'hui pour réformer de fond en comble le cadre constitutionnel, le cadre politique, le système politique aujourd'hui, le contrôle citoyen qu'il faut renforcer, tout ça fait partie des options aujourd'hui qui font la différence nette entre le Burkina Faso et tous les autres États. Le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, se réjouit aussi des réformes, notamment le vote de la loi anti-corruption, le code électoral et les arrestations d'anciens dignitaires. Les responsables ont dit au cours de leur traditionnelle rencontre annuelle de bilan. Aruna Mari. Au cours de cette 15e Assemblée générale ordinaire, observateurs, organisations et membres d'honneur du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, ont passé à la loupe la vie de leur structure. Après avoir examiné le rapport d'activité et le rapport financier 2014 et traité de questions diverses, l'Assemblée générale s'est aussi penchée sur le budget et le programme d'activité de l'année 2015. Parmi les principaux chantiers à ouvrir par le RENLAC en 2015, il y a le suivi et la détection de la corruption au cours des élections, la contribution aux réformes en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption, l'organisation d'une rencontre sous-régionale qui pourrait aboutir à la mise en place d'une structure régionale de lutte anticorruption. Cette instance du réseau a également servi de cadre pour récompenser les meilleures œuvres journalistiques en radio et presse écrite. Ladi Bama du journal Le Reporter est le lauréat 2014 du premier prix de la lutte anticorruption. Il reçoit 1 million de francs CFA, un trophée plus une attestation. C'est un grand honneur qui est fait à un travail qui a été fait depuis un certain nombre de temps. Et quand on se retrouve dans ce genre de circonstances, on ne peut que heureux et plein de joie. Donc c'est vraiment d'abord ces sentiments-là qui m'animent en ce moment. Ensuite aussi, il faut dire que je ressens là aussi comme un appel à aller encore de l'avant, parce que c'est ça le défi qui est lancé à travers un tel prix. Tout en suivant de près l'interpellation d'anciens dignitaires du régime Compaoré, le RENLAC invite les autorités de la transition à vider tous les dossiers de crimes économiques et de sang. Le PDS Ahmed Ba, le Parti pour la démocratie et le socialisme qui a contribué à l'avènement de la transition, justement, est en congrès à Ouagadougou. Le parti qui a perdu son président Alba Diallo dans la foulée de la lutte anti-référendum cherche son successeur. Les 250 délégués qui se réunissent du 2 au 3 mai doivent trouver les clés pour relever les défis du Burkina après insurrection. Aruna Mari. Le PDS METBA et les forces progressistes face aux défis de l'après-insurrection. C'est le thème en débat à ce premier congrès extraordinaire du Parti pour la démocratie et le socialisme. Une instance qui se tient à un moment où les états-majors des partis politiques se mobilisent en attendant les différents scrutins. Le présent congrès extraordinaire vise à régulariser et renforcer notre direction politique, mais aussi et surtout à définir des stratégies électorales efficientes pouvant nous assurer, seuls ou en alliance, des victoires significatives au soir des 11 octobre 2015 et 31 janvier 2016. 2 jours, c'est le temps consacré aux travaux de ce présent congrès qui doit permettre de relever plusieurs défis. C'est de voir comment aider certainement la transition à remplir ses objectifs politiques essentiellement, organiser à temps les élections dans les agendas prévus et que ce soit des élections transparentes, équitables et crédibles. Maintenant, de notre côté, il faut que nous relevons le défi de nous unir autour d'un minimum de plateforme pour affronter les élections à venir et puis les gagner. Le PDS METBA invite la transition à une lutte sans concession contre l'impunité dans le respect des lois et procédures. S'agissant du nouveau code électoral, la direction du parti estime qu'il n'exclut aucune sensibilité politique. À l'issue des présentes assises, le nouveau président du PDS devrait être connu, a précisé le vice-président du parti. Fait des directeurs des ressources humaines le cœur de l'administration. Voici l'objectif de l'association professionnelle des gestionnaires de ressources humaines. Elle a initié une conférence publique pour parler du rôle de ces hommes et femmes qui s'occupent des carrières
des agents publics. Momouni Soubega. Les gestionnaires des ressources humaines jouent un rôle fondamental dans les administrations, ont reconnu les deux conférenciers Amidou Yonaba du cabinet Yons Associates et Eric Kam. Ils ont cependant relevé le paradoxe de la non-exploitation judicieuse et adéquate de ces gestionnaires des ressources humaines. D'où la nécessité de rectifier le tir. On essaie d'impliquer les gestionnaires des ressources humaines dans les différentes sphères de décision des départements ministériels. La part dévolue aux ressources humaines représente à peine 5% du budget de fonctionnement. Or, normalement, elle devrait être dans l'ordre de 25 à 30%. Il revient à la fonction publique de soutenir les différents conseillers des ressources humaines qui émanent de son département, même s'ils servent dans d'autres départements ministériels. Cette conférence est une initiative de l'Association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique burkinabé. Question de diagnostiquer les maux qui minent ce métier et de rechercher l'efficacité et la performance. À l'issue du diagnostic fait, on peut se rendre compte si la difficulté de fonctionnement réel des directions des ressources humaines par rapport à leurs missions régaliennes qui, initialement prévues selon les tests, n'ont pas été pris forcément en compte dans le fonctionnement réel. Mais il nous appartient maintenant, nous qui exerçons, de la valoriser, faire des propositions, des suggestions, d'ordre technique évidemment, aux décideurs qui pourraient s'en inspirer pour mieux gérer les ressources humaines de l'administration publique. L'emploi de gestionnaire des ressources humaines a été créé en 1998 à la faveur de la réforme globale de l'administration publique. Réunis en association depuis 2014, ces gestionnaires des ressources humaines entendent valoriser leur métier et donner le meilleur d'eux-mêmes pour la bonne marche de l'administration publique, selon son président. La Société des éditeurs de presse a contribué à la liberté relative de ton de la presse burkinabé. Parole de Chérif Sy, un ancien président de l'organisation devenu entre-temps président du Conseil national de la transition. Il a dit à la 20e Assemblée générale de l'organisation à Koudougou. Jonas Wemba. Créée en 1991 pour défendre les intérêts matériels et moraux de la presse écrite privée au Burkina Faso, la Société des éditeurs de la presse privée, CEP, tient sa 20e Assemblée générale annuelle. C'est une instance statutaire qui offre une opportunité aux propriétaires et patrons de la presse privée, ici présents, de réfléchir sur la vie même de l'association et de débattre sur des questions relatives à l'accessibilité des intrants de fabrication des journaux. Cette Assemblée générale permettra aussi de jeter les bases d'un ancrage institutionnel de la CEP par la construction de son siège pour amener la société à jouer pleinement son rôle. S'il y a une relative liberté d'expression au Burkina Faso aujourd'hui, on le doit à un certain nombre d'organisations professionnelles de médias et particulièrement à la CEP qui a toujours été sur tous les fronts. Nous avons initié beaucoup de choses, notamment la défiscalisation des entreprises de presse, des lois sur le fonds d'appui à la presse. Nous avons eu beaucoup d'initiatives sur lesquelles les différents gouvernements nous ont accompagnés. Acteur clé dans la création de la Société des éditeurs de la presse privée au Burkina Faso, Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga, en a été le premier président. Une présidence successivement assurée par Feu Norbert Zongo de l'Indépendant, Boubacar Diallo du journal du Jeudi, Chérif Sy du Benré et Loukman Sawadogo du journal du Soir, le président actuel depuis janvier dernier. L'auto-emploi pour les personnes vivant avec le handicap, oui, c'est bien possible. Et le Comité national des jeunes aveugles veut les amener à pouvoir élaborer un projet et à les mettre en œuvre pour plus d'autonomie. Ils apprendront par exemple la menuiserie, la soudure ou encore l'artisanat. Explication, Hortense Evelyne Yelemo. Pendant 3 jours, ces jeunes aveugles étudiants, pour la plupart, seront à l'école de l'auto-emploi. Élaboration, management, suivi et gestion des projets, voilà le menu de leur formation organisée par le Comité national des jeunes aveugles. Nous allons faire en sorte que, après cette formation, ces jeunes-là puissent élaborer leurs propres projets, puissent bien gérer leurs propres projets, afin que
ils puissent connaître une certaine autonomie financière. En ce jour 1er mai, fête du travail où l'auto-employabilité des jeunes est plus que d'actualité, le bien fondé de cette initiative est sans appel. Cette frange de la jeunesse, toutes les personnes handicapées aujourd'hui qui prennent à bras le corps cette problématique-là, pour moi directement ça me touche dans la mesure où je pense qu'en tant que jeune, c'est une prise de conscience et que nous devons travailler à ce que cette question soit résolue. Bien sûr, nous devons avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans le cadre du travail, également faire la pression, faire un lobbying auprès des autorités, afin que la question de l'employabilité des personnes vivant avec un handicap soit effective au Burkina Faso. Première d'une série, cette formation devrait s'étendre à d'autres jeunes handicapés visuels dans le domaine de la menuiserie, de la soudure et de l'artisanat. Les personnes du troisième âge restent aussi vulnérables et l'association Arc-en-Ciel veut les soutenir. Elle a organisé une soirée pour prélever des fonds et venir à leur secours. Les invités ont pu voir des prestations d'artistes, d'humoristes pendant une soirée qui n'a récolté que 300 000 francs CFA. Bouma Ernest Nebié. Une soirée culturelle pour soutenir les personnes âgées de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Arc-en-Ciel qui fait de la lutte pour le bien-être de la personne âgée sa raison d'être. L'initiative est venue à partir d'un constat que nous-mêmes nous avons fait, que ici on parle beaucoup de la femme, on parle beaucoup des enfants, on mène beaucoup de choses pour la jeunesse que nous représentons, mais il n'y a pas beaucoup de volets vers la personne âgée. Et nous pensons que ce sont des gens qui sont vraiment très importants pour notre société, parce qu'on dit qu'en Afrique, les traditions se transmettent par voie orale. Et les transmetteurs de ces voies orales aussi, ce sont ces personnes âgées. Et si nous les laissons terminer leur dernier jour dans la souffrance, dans l'isolement, dans la précarité, c'est un peu décevant. La soirée a été marquée par des prestations d'artistes, musiciens et d'humoristes burkinabés. La projection d'un film documentaire réalisé par l'association sur la vie des personnes âgées du quartier Wapassi de Ouagadougou a également touché le cœur des spectateurs. Environ 360 000 francs CFA, c'est la somme qui a été récoltée au cours de cette soirée. Elle est destinée à soutenir les personnes du troisième âge démunies de Wapassi. L'occasion a été saisie par la présidente de l'association pour inviter l'État et toutes les personnes de bonne volonté à soutenir les personnes âgées. On lance vraiment cet appel de tendre l'oreille, de prendre notre cri de cœur en compte et de secourir ces personnes. Parce que quand une vieille personne de 90 ans pleure la faim, vit avec 150 francs par jour, c'est un peu alarmant. Cette œuvre salvatrice de l'association Arc-en-Ciel ne s'arrêtera pas au quartier Wapassi. Des soirées culturelles seront organisées pour venir en aide aux personnes âgées des autres quartiers de Ouagadougou. Après la capitale, l'association fera le tour des provinces du Burkina. La communauté Tidjania pour l'unité des musulmans, quelle que soit leur dénomination. Pour y arriver, elle a réuni des prédicateurs pour communiquer sa vision. Aux 200 participants, il leur a été donné d'apprendre que l'islam est une religion de tolérance. Draman Guéni. Ces imams et prédicateurs de la communauté Tidjania sont à l'école de la foi. Durant 4 jours, ces leaders d'opinion vont se familiariser avec les notions diverses concurrent au renfermissement de la foi islamique et de la paix. La formation de plus de 200 imams. Et que derrière chaque imam, il y a 200, 300, 500, voire 1000 fidèles. Tout dépend de la taille de chaque mosquée. Et qu'à l'intérieur de ces fidèles-là, 80% c'est la jeunesse. Et vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir. Et ce séminaire va apprendre à ces fidèles-là ce que c'est que l'islam, qui est une religion de tolérance et de paix. Chargés de l'éducation morale et spirituelle des populations, ces imams et prêcheurs sont ici appelés à promouvoir l'unité musulmane dans les différents lieux de culte. Il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas nous entendre. Si nous n'arrivons pas à nous entendre,
Il faut que nous nous réunissions pour chercher où se trouve la raison pour que les musulmans ne puissent pas faire l'unité. Et c'est le thème de ce séminaire qui veut que nous puissions voir pourquoi nous n'arrivons pas à faire l'unité. Nous allons profiter de la présence de plus de 200 imams, dont la quasi-totalité a fini avec le Coran, pour leur demander de prier et de faire des bénédictions pour notre pays, pour la paix, qui est la richesse principale de notre cher pays. Ce séminaire de formation est initié par la communauté islamique de la Tigania du Burkina Faso. Plus de 200 dignitaires religieux sont concernés, avec pour objectif une communauté musulmane homogène. Des journées pour promouvoir des produits et cultures gourmagers, l'association féminine pour le développement de la Tapua est l'organisatrice. En plus de la promotion de la femme, l'association fait de la valorisation des activités économiques et culturelles de la province, comme c'est le cas depuis vendredi à Ouagadougou. Explication, Marguerite Douaniou. Des pas de danse au marché, des mets traditionnels du goulmou, le pain tissé, autant de potentiel économique et culturel de la région de l'Est que l'association féminine pour le développement de la Tapua donne à voir et à apprécier à la maison de la femme de Ouagadougou. Les filles natives de la Tapua se sont fixées pour ambition de promouvoir les richesses traditionnelles de la province pour la jeune génération. Qu'on puisse quand même leur expliquer avant comment l'histoire des gourmandiers, mais aussi qu'ils puissent comprendre qu'il y a nos parents à plaisanter, qui sont les Yarcés, pour qu'ils puissent continuer ce que les parents, leurs parents, faisaient d'antan, pour pouvoir multiplier la cohésion sociale. Les journées culturelles de la Tapua sont un cadre de mobilisation pour le développement de la province, mais surtout pour la valorisation du patrimoine culturel. Au moment où notre société moderne ne cesse de subir des agressions de l'extérieur, de telles initiatives qui enracinent la jeunesse dans sa culture ne peuvent qu'être saluées par les premiers responsables du département de la culture. La particularité que je dois signaler, c'est que c'est une association féminine. Une association féminine qui se regroupe, n'est-ce pas, autour non seulement des préoccupations de la promotion de la sauvegarde de leur patrimoine culturel, comment transmettre ce patrimoine, mais également qui encourage les femmes à des activités économiques. La deuxième édition des Journées culturelles de la Tapua offre également une nuit culturelle qui réunit de nombreuses troupes et vedettes de chansons de l'Est sur la scène de l'espace Gambidi. Pendant ce temps, le FESPACO, qui fait la promotion de la culture africaine à travers le cinéma et la télévision, est à Waïguya. Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la cité de Nabakango a reçu des comédiens burkinabés et pu voir les films qui ont été primés au dernier festival, l'Institut Olvido, qui à l'origine veut créer une communion entre le public de Waïguya et les cinéastes africains et comédiens burkinabés. Valentin Mano, Alidou, Alain Savadogo. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, est devenu un rendez-vous culturel dans la région du Nord. Initié par l'Institut Olvido, ce festival régional du film africain entre dans le cadre de la décentralisation du FESPACO. L'idée de tenir un mini FESPACO à Waïguya est une bonne chose parce que les cadres de distribution et de diffusion du cinéma africain s'amenuisent et donc il faut des relais. Et ce sont les festivals, ce sont les associations qui peuvent s'organiser pour que du cinéma de qualité continue à parvenir aux populations. Pour les organisateurs, ce mini-FESPACO permettra à la population de Waïguya de vivre le 7e art africain. Quand on parle du FESPACO, tout de suite on voit Ouaga, on ne voit pas les autres villes. Et il faut forcément se déplacer sur Ouagadougou pour pouvoir voir les films. Mais aujourd'hui, nous avons plus de chance que les gens de Ouaga, parce que c'est les talents d'or et les films primés que nous n'avons pas toute une sélection de films qui n'auront pas eu la chance d'être primés. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation de plusieurs autorités. Ces artistes, musiciens, cinéastes et comédiens du Burkina ont effectué le déplacement sur Waïguya. 5 jours durant, les festivaliers auront droit à des projections cinématographiques suivies de débats et une rue marchande. Un cadre de réflexion et de partage entre intellectuels et artistes, la rencontre de la sagesse, la société des gens de l'écrit et du savoir.
se présente comme un lieu de réflexion sur la citoyenneté au Burkina. Fousseni Kindo. À quoi va ressembler le cénacle initié par la sagesse, la société des auteurs, des gens de l'écrit et du savoir? À celui de Honoré de Balzac ou de Victor Hugo? Dans tous les cas, la première édition lancée ce 30 avril a permis d'échanger autour de l'engagement de la société civile pour la paix et un état de droit véritable au Burkina. Le Cénacle de la sagesse se définit comme un cadre de réflexion et de partage d'expériences constitué d'intellectuels et d'artistes burkinabés. Nous avons estimé qu'il fallait mener la réflexion pour, j'allais dire, apprécier à sa juste valeur l'apport de la société civile à l'ancrage de la démocratie et à la promotion de l'état de droit. Le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, invité à cette première édition, fonde l'espoir que le cadre soit le lieu d'une meilleure appropriation de la réflexion stratégique au service du développement et de la cohésion sociale. Si l'insurrection populaire a mis en lumière le rôle historique de la société civile, celle-ci va davantage s'illustrer dans le processus d'élaboration des textes législatifs. Elle a suffisamment inspiré la loi sur la réconciliation nationale et les réformes, comme celles relatives à la lutte anticorruption et au code électoral. Le débat n'a pas eu lieu véritablement à l'issue de l'exposé introductif de Wilfried Zoundi, un député du Conseil national de la transition. Un début difficile qu'il faut corriger rapidement si l'on veut que le Cénacle tienne toutes ses promesses. On pourrait dire que la boxe fait à deux sur le ring et à la fin plutôt, c'est Yo-Yo qui gagne. Le boxeur burkinabé conserve pour la troisième fois son titre de champion international WBC conquis en 2013, mais c'est au courage que Yo-Yo a remporté le combat qui l'opposait à un Béninois, Jérôme Tendreviogo. C'est un bon stratège que Yo-Yo s'est imposé au terme des 12 rounds devant Fassinou Fatiou. Sur le ring, le champion en titre s'aperçoit très vite que son challenger était non seulement technique, mais aussi encaisseur. Yo-Yo comprend alors qu'il lui faut négocier une victoire sur la durée, malgré les appels au chaos d'un palais des sports comble et acquis à sa cause. Souvent sur la vague, parfois dans le creux, mais toujours acclamé par ses supporters, l'étalon Supercoq a su exploiter les différentes situations. Et c'est à l'unanimité que les trois juges togolais, nigériens et français ont tranché à sa faveur. Un verdict qui lui permet de conserver pour la troisième fois la ceinture WBC acquise en 2013. Yo-Yo a offert au Burkina une victoire de prestige. Mais des victoires, les supporters des étalons en ont savouré à satiété. En combat de levée de rideau, catégorie lourd léger, Jules Kaboré a dominé le Ghanéen Yaro Kwabena jusqu'à jeter l'éponge au 7e round. En supelter, 3 reprises auront suffi à Soutoké Patrice pour contraindre cet autre Ghanéen, Charles Tété, à l'abandon. Son compatriote Joël Sarba a fait légèrement mieux en atteignant le 4e round avant d'abandonner le combat sous les coups du python Boniface Kaboré. Quatre combats, 4 victoires, 100% de réussite donc pour les étalons boxeurs qui récoltent là les fruits de leur travail en cette soirée de la fête du travail. C'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Rendez-vous à tout à l'heure pour la dernière édition du journal sur la RTV.